Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet atelier spécial sur l'éco-anxiété. Je m'appelle Alice Debiol et je suis chargée de communication au Jour de la Terre Canada. Nous sommes donc un organisme environnemental pan-canadien qui a pour mission d'accompagner les personnes, les organisations et les municipalités à diminuer leur impact sur l'environnement. Chaque année, pour le 22 avril, pour le Jour de la Terre, nous organisons une campagne médiatique pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes à travers le Canada aux enjeux environnementaux. Et cette année, notre campagne 2022 met en lumière l'éco-anxiété. C'est une question de santé mentale peu connue, mais on en parle de plus en plus car nous sommes de plus en plus nombreux à être touchés. Et une étude récente indique même que 45% des Canadiens et Canadiennes ressentent régulièrement de l'éco-anxiété. Cette éco-anxiété, elle se manifeste par différents symptômes. Cela peut être de la tristesse, de la colère ou même de l'insomnie en lien avec votre inquiétude face au changement climatique. Vous en avez peut-être ressenti après l'annonce du projet pétrolier de Baie du Nord ou la dernière parution du rapport du GIEC qui nous pressait d'agir. Avec la campagne 2022 du Jour de la Terre, nous vous proposons de remédier ensemble à notre éco-anxiété et cet atelier vous propose notamment d'explorer comment l'éco-anxiété peut être votre allié dans votre adaptation au changement climatique. J'ai donc le plaisir d'accueillir Isabelle Béliveau, fondatrice et directrice générale d'Écomotion, un collectif de professionnels et de chercheurs et chercheuses en environnement et en psychologie qui crée des espaces pour penser la transition en abordant le phénomène de l'éco-anxiété, et Justin Sirois-Marcil, travailleur social et écothérapeute qui propose un soutien et des formations destinées aux thérapeutes pour mieux accompagner les personnes touchées par l'éco-anxiété. Ils sont là aujourd'hui pour nous aider à naviguer nos éco-émotions. Guérissons ensemble en écoutant ce qu'elles ont à nous dire. Isabelle et Justin, c'est à vous. Merci. Oui, merci pour la belle introduction. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour de la Terre. Merci tellement d'être là aujourd'hui avec nous, de prendre ce moment-là pour vous poser des questions qu'on ne se pose pas souvent. Hein. Est-ce que je fais de l'éco-anxiété? Est-ce que j'en fais pas? Ce qu'on va se demander plus, c'est quoi notre vécu par rapport à la crise socio-écologique? Puis qu'est-ce qu'on peut en faire de ce vécu-là? Parce que Justin et moi, on pense qu'il y a beaucoup de sagesse dans nos émotions. Donc, on va parler d'éco-anxiété, on va parler en fait de notre parcours à moi et Justin avec l'éco-anxiété et on va vous partager des outils et des façons de voir l'éco-anxiété pour en faire vraiment une alliée. Donc, sans plus tarder, je vais me présenter rapidement, mais je vais vraiment vous présenter mon histoire après, donc ça va être super rapide. Moi, à la base, je suis une professionnelle en environnement. J'ai étudié en écologie et en environnement, puis ça a été vraiment difficile pour moi, ce parcours-là, parce que ça m'affectait beaucoup d'entendre parler de mauvaises nouvelles, de problématiques et du peu d'action qui est posée dans le sens de la transition sociale et écologique qu'on a besoin. Donc, je me suis mis à militer beaucoup pour le climat et je me suis épuisée dans tout ça. Donc, je vais vous partager mon parcours puis comment j'ai fait pour m'en sortir, si on peut dire ça comme ça. Donc, voilà, je te repasse la parole, Justin. Merci Isabelle. Moi, c'est Justin, je suis travailleur social et écothérapeute. Écothérapeute, ce n'est pas un titre qui existe, je le précise. C'est vraiment un titre qui est juste là pour vous dire que je suis conscient qu'il y a une catastrophe ou une détérioration écologique. Puis, comme thérapeute, j'en prends conscience, j'en ai conscience dans mon intervention. C'est vraiment ça l'idée de l'écothérapie. C'est parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes, en fait, qui ne sont pas préoccupés par cette question-là, et j'en suis. Et puis, en fait, ça a commencé en 2019. J'ai découvert le mot éco-anxiété. Je me suis dit, tiens, je ne peux pas faire de panneaux solaires, je ne peux pas faire de permaculture. En tout cas, je n'ai pas les habiletés pour le faire, mais je peux faire de l'intervention puis aider les gens qui veulent tout simplement changer le monde et du mieux que je peux. Donc, voilà pour moi. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Là, vous pouvez aussi me retrouver sur lobvert.com. Donc voilà. Je te laisse, Isabelle, poursuivre. Merci. Donc oui, Justin et moi, on travaille ensemble. En fait, on a beaucoup réfléchi ensemble sur c'est quoi notre relation avec l'éco-anxiété, comment on la vit et comment on peut ensuite accompagner des gens à mieux composer avec cette éco-anxiété-là qui est parfaitement normale et surtout pertinente à ressentir dans un contexte de grands changements comme ça.
On s'est aussi demandé comment, en fait, pourquoi la crise écologique puis la crise de la santé mentale sont interreliées et qu'on ne peut pas finalement vraiment atténuer l'une de ces crises-là sans se préoccuper de l'autre. Donc, on va discuter de ça rapidement. Puis ensuite, on va vraiment passer plus de temps sur comment interpréter le message qui est envoyé par l'éco-anxiété. Puis quelle stratégie surtout mettre en place pour s'adapter à la nouvelle réalité climatique en s'appuyant sur cette éco-anxiété-là qui est, selon nous, une alliée pour autant prendre soin de nous que de prendre soin de la planète et de nos communautés. Donc, on va commencer par, je vais vous parler de mon parcours en fait parce que, en fait, je suis la première bénéficiaire d'Écomotion, je le dis souvent. Depuis toute jeune, je suis très stressée par la crise climatique, par les changements socio-environnementaux. J'ai eu beaucoup de difficultés à imaginer mon futur, puis j'ai encore de la difficulté, là, pour être bien honnête. Je remets en question beaucoup des choix de la société comme étant incohérents avec les limites de la Terre et de l'humain en tant que tel. J'ai été très en colère, j'ai été très désespérée face à l'inaction gouvernementale et institutionnelle. J'ai même eu des troubles plus en lien avec le sommeil, avec mon alimentation quand j'étais confrontée à des mauvaises nouvelles environnementales. J'ai vécu beaucoup de tristesse face à la destruction des habitats, l'extinction des espèces. J'étudiais en écologie, donc je voyais vraiment les chiffres, puis c'était très alarmant pour moi, mais je me sentais triste en même temps. Puis, comme je vous ai dit, j'ai fini par m'épuiser de baigner dans un climat d'urgence et de confrontation quand j'étais plus militante. Donc, je me suis demandé à un certain point comment je peux continuer à m'impliquer dans cette transition-là, devenir plus autonome de mes ressources, me sentir plus en sécurité dans mon milieu de vie, hein, finalement. Puis, je trouvais qu'on n'était pas assez outillés, surtout les jeunes. Donc, je me suis posé toutes ces questions-là et j'en suis en venue à dire, je vais créer un organisme qui réfléchit à ces questions-là, qui crée des espaces pour qu'on co-construise des outils pour nous aider à naviguer cette période-là de grands changements qui est assez tumultueuse. Je tiens à dire que moi, j'ai développé, je pense, très tôt dans mon enfance, une forme d'éco-anxiété de par le fait que je suis à la base une hypersensible. J'ai grandi vraiment dans presque en arrière, ma maison était vraiment située tout près d'un boisé et j'ai littéralement grandi dans le bois. Je passais mes journées à côté sur un arbre à juste observer la faune, à m'y attacher, à la connaître. Puis, du jour au lendemain, ce boisé-là a complètement été rasé pour laisser de la place à des maisons et ça m'a vraiment affectée. Au début, à ce moment-là, je ne savais pas ce que je vivais, mais plus tard, j'ai réalisé, en 2015 en fait, j'ai réalisé que ce que j'avais vécu au moment que j'ai vu finalement mon boisé se faire détruire devant mes yeux, j'ai réalisé, mon Dieu, j'ai vécu une éco-émotion. C'est quoi une éco-émotion? C'est une émotion qui témoigne de notre relation avec notre environnement, notre milieu de vie. Et la même année que j'ai découvert les éco-émotions, j'ai reçu ce qu'on appelle un diagnostic de trouble de personnalité limite, qui est qui est caractérisé par une instabilité émotionnelle, donc une plus grande difficulté à réguler nos émotions. Et ça m'a affectée dans tout ce que je faisais, mais particulièrement par rapport à l'environnement, parce que finalement, c'est ma vie, c'est mon futur, c'est mes rêves, c'est mes projets. Donc, ça vient vraiment changer ma manière de planifier mon futur et ça venait vraiment m'envahir, ces émotions-là. Donc, je ne suis pas restée assise avec ces émotions-là. J'ai commencé à beaucoup m'impliquer. Donc, comme j'ai dit, j'ai étudié en écologie et en environnement. Ensuite, je trouvais que ça n'allait pas assez vite, donc j'ai coordonné le mouvement militant pour le climat à Sherbrooke pendant 2 ans. Ça a été des années très, très... ça m'a fait beaucoup de bien. Hein? J'ai pu beaucoup apaiser mon éco-anxiété, mais en même temps, c'était très demandant. J'ai fini par prendre une petite pause. J'ai commencé à rencontrer des gens comme Justin qui se disaient,
Là, ça va faire là, d'être tout le temps dans un climat de confrontation, d'être tout le temps comme dans l'action, un peu en mode survie. Et c'est là qu'est née Écomotion. En fait, on s'est ouvert sur notre vécu, puis on s'est dit, on n'est vraiment pas tout seul à vivre ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les autres qui nous entourent? Donc, ça a pris de l'ampleur. Là, je vous parle, là, on est rendu en 2018-2019. Ça a commencé à prendre de l'ampleur. On faisait de plus en plus d'ateliers. On a eu un rayonnement médiatique aussi. Donc, on a commencé à faire une programmation d'ateliers pour explorer ce vécu-là avec notre communauté, finalement. Et on pourrait dire, ah mon Dieu, elle a réussi à canaliser son éco-anxiété. Et non, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out à l'été 2021, qui est, selon moi, vraiment une accumulation de toutes les émotions que j'ai pu vivre dans les dernières années, du moment où est-ce que peut-être le boisé s'est fait raser, du moment où est-ce que je suis rentrée plus en études de l'environnement, où est-ce que j'étais confrontée constamment à des chiffres et des faits, en fait, qui sont vraiment angoissants. Du moment aussi où est-ce que j'ai été beaucoup plus militante, je pense que j'ai accumulé beaucoup, finalement, d'émotions qui sont vraiment difficiles à porter et surtout si on ne les exprime pas, si on ne les canalise pas dans des actions qui sont aussi soutenantes pour nous, ça finit par épuiser nos ressources. Je suis tombée très malade aussi en automne 2021. Donc, ça montre vraiment que finalement, les changements autour de nous affectent beaucoup plus qu'on le pense. Et j'ai été la première à être surprise que la maladie m'arrête. Hein? Une hyperactive comme moi, c'est dur à arrêter, mais j'ai dû tout arrêter mes projets, tout remettre en question, puis me dire comment je peux mieux prendre soin de moi parce que ça n'a pas de sens de me brûler pour éviter que la... Et évidemment, je ne suis pas un cas isolé. Je vais repasser la parole à Justin qui va nous parler en fait de comment s'est vécu ces changements-là par les gens qu'on rencontre en séance de groupe et individuelle. Merci. C'est ça, le vécu d'Isabelle, il n'est pas, évidemment, il est unique parce que c'est le vécu d'Isabelle, mais on peut le retrouver chez d'autres personnes aussi, des vécus similaires. Je veux dire, je me rappelle quand j'ai fait mon premier groupe en 2019, c'était dans un organisme communautaire qui s'appelle Crack Bitume à Québec. Et en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens, autant là, à l'âge de la retraite, autant des adolescents. Puis bon, fait que vraiment toute une palette d'âge. Puis les émotions qui ont été exprimées, bon, oui, il y avait l'anxiété, on va y revenir, mais il y avait aussi la culpabilité, la honte, la colère, l'impuissance, l'épuisement, la déprime, la tristesse. Quand on parle d'éco-anxiété, en fait, c'est un mot un peu fourre-tout que j'aime à dire, c'est-à-dire ça parle à la fois de l'éco-anxiété pour ce que c'est en tant que tel, bon, on va y revenir, mais ça parle aussi de toutes ces émotions-là qui sont vécues quand on est préoccupé par la catastrophe socio-écologique ou la détérioration écologique. Et je pense que c'est important quand on regarde ça de se rendre compte, justement, faire le groupe, c'est justement l'intérêt. Ça nous fait réaliser qu'on n'est pas seul à vivre ces émotions-là, on n'est pas seul à avoir un parcours similaire à Isabelle. Et les émotions qui ont pris beaucoup de place, en fait, c'était justement, oui, il y avait l'anxiété, mais il y avait beaucoup la culpabilité. On porte sur nos épaules quand on est préoccupé par la catastrophe écologique, on porte sur nos épaules le poids du monde, puis toutes nos actions ont de l'importance, puis tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ne fait pas, on est constamment guidé. C'est une émotion qui est correcte, la culpabilité. Ça nous dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est juste que parfois, ça nous envahit et ça nous paralyse. Donc, mais le groupe, la conclusion, c'est une adolescente de 14 ans, je pense, qui a dit seul, on a peur, en groupe, on a espoir. Puis je pense que cette phrase-là, il faut la garder en tête. On ne peut pas penser, traverser ces émotions-là sans le groupe. On a besoin des autres. On a besoin de prendre soin de soi, on a besoin de faire des actions individuelles, mais on a aussi besoin de faire des actions ensemble. Tellement bien dit, puis je trouve que ça montre vraiment l'importance des connexions, de ne pas vivre ça seul.
On peut juste se rappeler qu'est-ce qui s'est passé avec la pandémie. On a réalisé que d'être isolé, c'est extrêmement dur sur notre santé mentale. On a vraiment besoin des connexions. Puis on dit souvent que une façon d'apaiser son éco-anxiété, c'est d'agir. C'est parfaitement vrai, mais c'est aussi très aidant de le faire en collectivité. Puis j'aimerais rapidement là, revenir sur Oups. Ah, tu veux-tu... je m'excuse, je pensais qu'on était rendu à... Oui, non, oui, en fait, puis justement, c'est bien correct, Isabelle, avec cette phrase-là que la jeune fille a dit, puis un peu aussi pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, Isabelle, on parle beaucoup d'éco-émotion, puis on a souvent une perception très négative du truc. D'abord, on se rend compte que l'éco-anxiété, ça regroupe une somme d'émotions, donc on pourrait parler d'éco-souffrance, mais comme dit Laure Haridel, on peut aussi parler d'éco-lucidité. Puis ma vision de la lucidité, de l'espoir lucide, je dirais, comme la jeune fille qui parlait d'espoir, c'est vraiment cette idée-là d'apprivoiser la perspective d'un monde qui deviendra inhabitable si on ne fait rien. Mais en même temps, agir dans le but d'éviter que ce monde-là devienne inhabitable. Et quel monde construire dans cette optique-là. Donc, c'est à la fois apprivoiser ses émotions, mais à la fois aussi aller dans le sens du changement, à la fois social et écologique. Donc, c'est un travail qu'on peut faire en groupe, qu'on peut faire en individuel, pour éventuellement aller vers le groupe, justement, et la collectivité. Exactement, exactement. Puis c'est ça m'amène à faire finalement le lien entre les changements d'environnement et nos changements intérieurs, si on peut dire. On vit de plus en plus une panoplie d'émotions en observant finalement ce qui se passe dans notre milieu de vie. Puis, tu sais, on le sait, les études le démontrent, on est beaucoup plus calme dans une forêt versus dans une ville bétonnée. Puis donc, si finalement notre environnement devient de plus en plus menaçant, qui se détériore, qui se dégrade à vue d'œil, bien, c'est sûr qu'on va recevoir des messages de notre corps qui nous disent là, il y a quelque chose qui se passe, c'est un possible danger, donc agissons. Puis c'est ça, finalement, que le stress, l'anxiété nous amène à faire. Le stress, c'est quoi? C'est une énergie qu'on déploie quand on est en train de s'adapter. Si l'environnement change, on va devoir s'adapter. Le stress, c'est la réponse du corps qui dit « OK, je reconnais qu'il y a quelque chose qui se passe, puis je mobilise de l'énergie pour qu'on s'y adapte. » Éco, on n'arrête pas d'en parler, mais ça veut dire maison ou milieu de vie. Puis l'anxiété, bien, c'est quoi? C'est un sentiment que, en fait, que je n'arriverai pas à m'adapter à la situation. C'est pour ça que l'éco-anxiété, souvent, on la voit comme une anxiété qui est par rapport au futur, donc des appréhensions par rapport au futur. Et c'est parfaitement normal parce qu'il n'y a rien de plus incertain que de quoi va avoir l'air notre futur. Et donc, évidemment, notre corps, toute notre aide va mobiliser de l'énergie pour faire face à ça, pour essayer de trouver des solutions, pour trouver finalement la cause de ces problèmes-là et de mitiger les impacts que ça va avoir sur notre vie, sur notre communauté, mais aussi sur la globalité du globe. Ouais. J'aurais aussi une petite parenthèse à faire, Isabelle, parce que, tu sais, tantôt, tu parlais de burn-out, hein, puis, tu sais, le burn-out, c'est souvent, dans le fond, quand on parle de stress, hein, tu étais en stress perpétuel pour t'adapter, hein, c'est-à-dire t'adapter aux changements socio-environnementaux, dans le sens où ce que tu voulais contribuer à retrouver, disons, une société ou une écologie plus équilibrée, mais tu avais beau poser des actions, puis jamais, dans le fond, tu atteignais tes objectifs. Les données faisaient juste empirer d'année en année, malgré toutes tes actions. Fait que c'est comme si le stress était permanent. Puis à un moment donné, justement, quand le stress il est permanent, mais c'est là qu'on craque. Hein? À un moment donné, le corps, il fait « Non, j'en peux plus. Là. C'est assez. Là. J'en ai plus de stress, j'en ai plus d'énergie, au fond. » Puis mêlé à ça, l'anxiété, parce que là, tu es là, « Oh mon Dieu, le pire s'en vient. » C'est un beau cocktail, en fait.
Exactement. Puis j'aimerais ça que tu amènes ta métaphore de la maison qui est en feu ou qui se passe quelque chose dans la maison, puis faire un lien avec l'éco-lucidité, parce que oui, ça peut devenir envahissant, cette éco-anxiété-là, mais quand on comprend son message, bien, on peut se dire, OK, comment je pourrais, oui, être conscient des problèmes, mais aussi en faire quelque chose. Puis c'est un peu ça, si tu veux reprendre ta métaphore de la maison. Oui, cette métaphore-là, en fait, l'idée, en fait, c'est de se dire, bon, OK, je suis éco-anxieux, tu sais, donc on pourrait le voir, donc je suis préoccupé par l'avenir l'avenir de la planète. Là, mais évidemment, bon, ce serait quoi les solutions pour plus éprouver l'éco-anxiété? Je pense que je fais le lien avec la métaphore là, en deux temps. Donc, la première solution, ça pourrait être de dire, dans le fond, si je ne suis pas informé de ce qui se passe, d'un côté, puis euh, ça n'existera plus. Hein, parce que par mes sens, à moins qu'il y ait une catastrophe, je ne peux pas percevoir la catastrophe écologique, là, dans le sens où on le sait qu'elle est là, mais on ne la voit pas nécessairement dans notre présent, à moins évidemment, comme Isabelle, de voir la forêt en arrière de chez elle se faire dévaster, ou comme c'est arrivé en Beauce, où ce que là, il y a eu des inondations. Donc, on peut, sauf que là, bon, on commence par éviter les informations. Après ça, on peut éviter les réseaux sociaux parce qu'il va y avoir des informations sur la crise écologique sur les réseaux sociaux. On peut éviter les personnes qui font de l'anxiété, pas de l'anxiété, mais qui sont préoccupées par l'avenir climatique. On peut, après ça, en fait, s'isoler. Hein? On s'isole chez soi, on ferme les rideaux, comme ça on est sûr qu'on ne sera pas en contact avec l'information, ou mieux même, on peut aller s'enfermer dans le bois pour être sûr de ne pas vivre d'émotions, de ne pas entendre parler de la catastrophe climatique. Fait que là, comme ça, on est sûr qu'on ne vivra pas d'émotions désagréables. Mais en même temps, une fois rendu dans le bois, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est qu'éventuellement, le bois va se faire détruire par... Donc, on est un peu coincé. Est-ce que je me trompe, Isabelle? Effectivement, c'est comme une roue sans fin, hein, un peu. On a beau essayer Fait que soit on essaie de fuir cette conscience-là qu'on a du désastre, ou bien on se dit, OK, le danger il est bien présent, puis il va rester. Hein, notre conscience du danger est présente, puis elle va rester. Puis notre système qui est bien fait, en fond, notre système, il est lucide. Il fait, oh, OK, il y a un danger, il faut que j'agisse par rapport à ce danger-là. Pas juste que je réagisse, mais que j'y réponde. Parce que des fois, quand on réagit, ce n'est pas toujours les meilleures actions qu'on pose. Mais quand on répond, c'est-à-dire qu'on prend le temps de réfléchir à ce qui serait mieux de faire, puis qu'on y répond, ça peut devenir intéressant. Là, parce que ce qu'on veut finalement, c'est trouver la sécurité. On a un sentiment d'insécurité, puis on veut trouver la sécurité. Est-ce que j'arrive? Ça, c'est le premier point. Mais après ça, comme je disais tantôt, le stress, c'est une énergie qu'on déploie pour s'adapter. Puis si on est toujours conscient de la catastrophe écologique, c'est sûr qu'à un moment donné, on se brûle. Ça n'a pas le choix parce que ce n'est pas quelque chose que tu poses une action et c'est réglé le lendemain matin. On va poser des actions peut-être toute notre vie pour enrayer le phénomène. Donc, c'est vraiment un projet de vie, en fait, être préoccupé par la catastrophe écologique. Là. Donc, c'est important parfois, puis c'est là que j'en reviens avec la métaphore de la maison qui brûle. Un peu, vous l'avez sûrement vu, le mème, là, c'est un chien qui a l'impression que tout va bien, puis autour de lui, la maison est en feu. Là. C'est vraiment, l'idée, c'est de dire que de temps en temps, c'est peut-être bon, justement, pour se recharger les batteries, de faire ce qu'on appelle une forme de déni volontaire. Donc, oui, on est à l'écoute de notre état d'insécurité pour justement agir dans le sens de notre sécurité et de la sécurité des gens qu'on aime, mais en même temps, on s'offre des moments de déni volontaire pour refaire ses énergies. Puis des choses, là, genre bien dormir. Hein, ça, c'est la base. Là. Si on ne dort pas bien, c'est la première chose vers laquelle il faut se tourner. Manger de manière équilibrée, voir des gens qu'on aime, lire des fictions qui nous font triper. C'est des choses de base. C'est un déni volontaire, c'est-à-dire on le sait là, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais à un moment donné, on n'a pas le choix. Il faut refaire nos batteries si on veut être fonctionnel. Sinon, si on reste en état de stress permanent, on fait un burn-out comme Isabelle, puis évidemment, Isabelle ne vous le recommande pas, moi non plus. Non, effectivement. Puis si je peux ajouter un peu là-dessus, moi, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que ma peur, elle ne partira pas. Hein? Le danger est parfaitement réel.
Puis, ça va être comme ça, comme tu dis, c'est un projet de vie, hein? Ça va être comme ça encore quelques décennies, peu importe. Donc, quand tu acceptes ça, que finalement, ça ne partira jamais, que notre système est bien fait, puis que dans le fond, son unique but, c'est de nous protéger, bien, comment je peux utiliser ça comme moteur d'action pour dire qu'est-ce qui va me faire sentir en sécurité, qu'est-ce qui va me faire sentir connecté au monde, puis arrêter de me sentir déconnectée parce que, tu sais, ce que j'ai vécu là, la première fois, quand j'ai vu mon boisé se faire complètement couper, j'ai vécu une déconnexion. C'était tellement dur pour moi de voir cet environnement-là que j'aimais tellement disparaître. J'ai vraiment vécu une déconnexion, puis ça a été super difficile après pour moi de juste continuer à être dans ce milieu de vie-là. Hein. C'était en arrière de chez nous, puis je voulais comme pas y retourner, je voulais rien savoir. Puis ça, c'est vraiment un comportement qu'on voit beaucoup. Puis je me dis, c'est correct, comme tu dis, de faire cette espèce de déni conscient-là parce que ça permet de recharger nos batteries, ça permet de trouver peut-être je sais pas, tu sais, juste d'être plus créatif, hein, parce que ce que j'ai réalisé, c'est que toutes les années où est-ce que j'étais en stress permanent, j'avais juste comme une vision tunnel de mon objectif, puis j'en ai perdu ma santé, littéralement. Je n'étais pas du tout en mode solution, je n'étais pas du tout en mode créativité. Malheureusement, on ne peut pas être disponible pour les autres, pour trouver des solutions pour soi-même quand on est en mode survie constamment. C'est beau ce que tu dis, l'idée d'inhiber la créativité, parce qu'effectivement, ces moments-là de détente, comme tu dis, ça permet justement d'activer notre créativité. Souvent, nos idées viennent dans la douche, là, c'est une façon de parler, là, ou en marchant. C'est ça, on a besoin de ces moments-là, justement. Puis ça prend la créativité pour réinventer le monde. On peut pas refaire ce qu'on fait. Donc, on n'a pas le choix de trouver des nouvelles idées. Donc, c'est nécessaire d'être créatif. Oui, absolument. Je voulais vous parler, là, juste, puis après, on va peut-être pouvoir conclure sur nos meilleures stratégies à nous, peut-être qu'on a développées en tant que personne qui réfléchit à ça tous les jours. Mais je voulais juste vous parler rapidement. Ça, c'est la métaphore du canot. C'est un outil qu'on utilise beaucoup à Écomotion pour un peu illustrer, finalement, c'est quoi finalement les espèces de stades par lesquels on passe quand on fait face à cette crise-là qui est très tumultueuse. Vous pouvez imaginer que la rivière, ce sont les changements, représente les changements environnementaux et les trois bonhommes représentent un peu nos différentes émotions, nos façons de réagir ou répondre face à ces changements-là. Puis moi, j'ai été vraiment dans chacun des bonhommes, OK? Fait que c'est pas vous êtes un bonhomme puis c'est votre bonhomme, là. J'ai vraiment été d'un extrême à l'autre. Hein. Vous avez entendu mon histoire. J'ai été vraiment la personne qui nage à contre-courant, qui s'investit corps et âme pour finalement faire avancer cette transition-là. C'est souvent le cas des militants qui ont l'impression de porter le monde sur leurs épaules, que c'est leur responsabilité un peu de sauver le monde. En fait, je dis le cas des militants, mais je dirais le cas des jeunes assez en général. Là. De plus en plus, les jeunes s'inquiètent pour leur avenir et c'est parfaitement normal. Mais évidemment, on s'épuise dans ce mode-là. Là, on répète un peu, là, mais c'est vraiment pour l'illustrer puis pour que vous ayez une image qui s'imprime et que quand vous êtes là-dedans, bien, de dire qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ce mode-là. À l'inverse, quand on se met en distance, qu'on minimise comment on se sent parce que c'est trop, il y a trop d'informations, je peux pas continuer comme ça, mais là, on se laisse porter par le courant. Le problème, c'est qu'on n'est pas plus en train de s'adapter ici. Là. On s'en va vers le cliff, la falaise. Donc, si vous êtes aussi dans cette espèce de mode-là, puis comme je dis, c'est dynamique, hein, on peut être un jour on se laisse porter, puis l'autre jour, on avance, on nage à contre-courant. Mais c'est correct, c'est vraiment correct. C'est juste de voir, est-ce que vous vous sentez bien là-dedans? Est-ce qu'à long terme, ça vous aide?
finalement. Puis c'est de se dire, si vous êtes dans l'un ou l'autre, c'est de se dire, OK, comment je pourrais remonter dans le canot? Ça veut dire quoi, remonter dans le canot? C'est utiliser vos outils. Avec la pagaie, ça peut représenter vos outils. Si votre façon de vous apaiser, de réguler votre système nerveux, c'est par exemple d'aller prendre des marches en forêt, de vraiment vous imprégner tous vos sens de une nature qui est encore intacte, qui vous connecte à votre nature aussi, puis de dire, si la nature ne va pas bien, je ne vais pas bien aussi, alors comment je peux mettre en place des actions qui me font sentir bien et en sécurité dans cette nature-là qu'on a besoin. Donc, n'importe quoi qui, finalement, quand Justin parlait là, de recharger vos batteries, c'est ça. Puis si vous n'avez pas d'outils, votre canot, il peut avancer, mais il s'en va un peu dans tous les sens. Donc, ce n'est pas soutenable nécessairement à long terme. Et le canot, en tant que tel, représente, ce qu'on parlait au début, le soutien des pairs. Ce réseau de soutien-là qui nous permet de ne pas nous sentir seuls, puis de trouver des solutions collectives à ce qu'on vit, c'est super important. Puis si vous n'avez pas un réseau de soutien suffisant, c'est comme s'il y avait des trous dans votre canot. Donc là non plus, ça ne marche pas. Puis, c'est se souvenir que quand on est dans le canot, on fait face à ce qui se passe. On n'est pas dans le déni, mais on comprend qu'il y a un équilibre ou plutôt une harmonie à chercher entre l'action et le repos. Les deux sont nécessaires. Puis si vous êtes dans votre canot et que vous voyez des gens qui sont dans la rivière puis qui nagent ou qui se laissent porter par le courant, pourquoi pas les prendre dans votre canot puis dire « Hey, on est là-dedans ensemble, puis on va trouver des moyens de faire face à cette rivière-là qui peut être très tumultueuse, mais d'une manière peut-être un peu plus douce ou un petit peu plus en respect de nos énergies et de nos limites, en fait. Parce que se mener vivre un burn-out pour le bien commun, c'est comme une espèce de roue qui n'aura pas de fin, là, tu sais. Fait que juste garder ça en tête, peut-être, de situer, peut-être, puis de dire, comment je pourrais évoluer de ce mode-là. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, Justin. J'aurais envie de dire que Écomotion, ou même le Jour de la Terre, peuvent être deux très beaux canaux, justement. On parle de réseau de soutien, de pouvoir, un organisme, ça peut être aussi l'Ob Vert, mais un organisme fait un peu office de canot, c'est-à-dire un groupe de soutien qui est là pour accueillir des gens et faire en sorte qu'on ne se sente pas seul, puis qu'on se sente soutenu, puis développer des outils qui nous permettent de garder le cap sur ce qui est important pour nous. Ouais. Exactement. Exactement. Puis, en terminant, je voudrais peut-être juste faire un petit point sur... Parce que des fois, là, c'est beau, là, c'est beau, OK, je dois décharger le trop-plein pour ensuite retrouver un peu ma créativité. OK, je comprends. Mais qu'est-ce que je fais là maintenant? Là? C'est quoi la prochaine étape, si on veut? Puis, peut-être une question qui est intéressante à se poser, c'est quoi finalement c'est quoi qui est important pour vous? C'est pour qui ou pourquoi vous voulez agir? Puis c'est quoi finalement les compétences ou les forces ou vos intérêts qui peuvent être mis à contribution dans cette période-là de l'humanité qui est particulièrement difficile? C'est quoi qui peut être mis à contribution qui est potentiellement unique à vous et qui va faire contribuer au bien commun? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est dans le sens, qu'est-ce que vous êtes bon finalement à faire qui pourrait contribuer à faire avancer notre société? Parce que moi, ce que j'ai réalisé, c'est que quand j'étais très, très, très militante, j'étais constamment en train de mobiliser des gens. Puis j'ai réalisé que ce n'est pas ça ma force. Puis ça me prenait beaucoup d'énergie, puis ça fait partie, je pense, un peu de mon épuisement. Je faisais trop de choses que finalement, j'étais pas bonne, j'aimais pas ça faire ça, mais je le faisais un peu par devoir ou par... il y a beaucoup de choses à faire, il y a peu de temps, on a peu de temps, donc je vais le faire. Mais j'ai réalisé, non, moi, ma force, c'est beaucoup plus de soutenir les gens, c'est beaucoup plus d'apporter une écoute ou de l'empathie aux personnes qui trouvent ça vraiment rough, ce qu'on vit. Puis ça, je peux le faire beaucoup plus avec beaucoup
plus de facilité et je peux le faire encore plus longtemps. Donc, cette espèce de soutenabilité-là est importante pour nous-mêmes aussi, puis c'est à l'image de ce qu'on souhaite. Bon, en tout cas, de moi, ce que je souhaite pour notre société, c'est qu'on vive dans un monde qui est viable et qui est plus en cohérence avec les limites de la Terre. Donc, il faut aussi se poser la question, c'est quoi mes propres limites personnelles au niveau de mon énergie, au niveau de ce que je peux apporter, puis de ne pas aller au-delà de ces limites-là, parce que sinon, on s'en va, on fait exactement le contraire de, finalement, ce qu'on a comme vision peut-être pour le monde. Oui, puis justement, tu parles de vision du monde, Isabelle, puis je pense que c'est aussi la première, une fois qu'on a dit ce qu'on ne voulait pas, une fois qu'on sait qu'on ne veut pas vivre dans un monde où on surutilise les énergies fossiles, où il y a de la pollution partout, où il y a des inégalités sociales, OK, on sait ce qu'on ne veut pas. Mais c'est aussi intéressant de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut? Parce que nos compétences, nos forces, nos connaissances, on va vouloir les mettre au service de ce qu'on veut. T'sais. Donc, puis ça, c'est quelque chose qui est difficile, en fait, à trouver. Puis je ne pense pas qu'il y a une seule réponse à cette question-là, mais on a intérêt, comme militant ou comme personne préoccupée par cette catastrophe-là ou cette détérioration-là, de se dire, OK, moi, je veux voir advenir tel genre de monde. Quel monde je veux voir advenir, puis comment je peux contribuer à ce que ce monde-là arrive. Donc, mais après ça, c'est à vous de dire, c'est à vous de nous dire peut-être dans le chat, justement, bon, c'est quoi le monde que vous voulez voir apparaître, puis c'est quoi que vous pourriez faire pour que ce monde-là arrive. Donc, c'est votre utopie, finalement. Exactement. Puis les questions que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est juste des pistes de réflexion pour voir un peu où vous vous situez en ce moment. Là, ici et maintenant, où est-ce que je suis rendue, c'est quoi mon vécu, puis qu'est-ce que je veux en faire finalement. C'est simple puis compliqué en même temps, mais écoutez, si vous trouvez ça complexe, bien Justin et moi, on est là. C'est le temps de nous écrire, c'est le temps de nous parler. Si jamais vous avez des questions aussi par à tout ce qu'on dit, c'est le moment. Donc voilà, merci au Jour de la Terre. Merci à toi, Justin, pour ta participation et merci à tout le monde qui est là. T'avais-tu une conclusion, Justin? Non, je vais laisser la parole. Je vais laisser la parole aux gens. Merci beaucoup, Isabelle. C'est super gentil l'invitation. Puis merci au Jour de la Terre aussi. Merci Alice, merci Camille. Oui, merci à vous deux. C'était vraiment super. C'est très chouette aussi d'avoir vos expériences personnelles par rapport à tout ça. Je trouve que ça apporte beaucoup. Donc effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions ou même à nous partager, comme le suggérait Justin, votre vision du monde que vous voulez voir advenir. Je trouve que c'est aussi une très belle manière de changer la perspective. On avait deux questions. Une première question d'Anne qui demande... elle explique que son éco-anxiété a augmenté avec la pandémie, à voir tous les emballages, masques et déchets qui étaient en lien avec la sécurité sanitaire, et c'est vrai. Elle demandait si vous aviez aussi vécu ça, comment était votre réaction par rapport à cette situation particulière. C'est vrai que de voir tous ces masques dans la rue ou de considérer les emballages jetables, c'est quelque chose qui... Ouais. Je vous laisse répondre. Vas-y, Justin. Au début de la pandémie, effectivement, là, il y avait quelque chose de frustrant, en fait, là, surtout que le masque réutilisable était très valorisé au début de la pandémie, puis des fois pas, puis on ne sait pas pourquoi, mais il y en avait effectivement beaucoup qui traînent. Puis encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui traînent dans l'espace public. Puis là, veut pas, il y a tout le temps une habituation qui s'installe, en tout cas de mon côté. Puis là, c'est que là, on les voit se rajouter aux autres déchets qui étaient déjà présents dans l'espace public, parce que les déchets, quand on prend le temps d'observer, il y en a beaucoup. Puis je me demande tout le temps, est-ce que c'est les gens qui les jettent? Est-ce que c'est des sacs de poubelle qui se sont déchirés? Je ne sais pas. Ça, je n'ai pas de réponse à ça, mais oui, effectivement, c'est fâchant, en fait, j'aurais envie de dire. C'est l'émotion, moi, que j'ai vécue, là. Une éco-frustration, j'aurais envie de dire. Oui. On n'a pas, juste pour
pour rebondir là-dessus, on n'a pas beaucoup parlé un peu c'est quoi qui se cache derrière nos émotions, un peu le message. Oui, on l'a fait avec l'éco-anxiété, mais là, si on regarde la frustration ou tout ce qui se rattache à la colère ou la tristesse, c'est de vous demander, bien, OK, si vous vivez une émotion par rapport à une situation, il y a plein de déchets, il y a une situation qui fait en sorte qu'on doit produire énormément de déchets pour X raisons, de regarder c'est quoi l'émotion qu'il y a derrière, l'émotion, puis regarder ensuite ce qu'il y a derrière, puis de voir qu'est-ce que ça vous inspire à faire. Par exemple, la colère, ben moi, quand je vis de la colère, je ne sais pas pour vous, mais je dois me mettre en action. Des fois, il y a un obstacle qui fait en sorte que ça me frustre. Des fois, c'est parce que quelqu'un a transgressé mes limites, puis je dois me mettre en action. C'est un peu le seul moyen de réguler cette émotion-là. Puis, tu sais, c'est de vous demander si j'écoute pas finalement cette émotion-là, bien, ce qui arrive souvent, c'est qu'elle va persister dans le temps. Hein, vos émotions sont juste là pour vous envoyer un message. Puis ce que je dis souvent, c'est « don't kill the messenger ». Fais quelque chose de cette émotion-là. Puis c'est comme ça qu'on se sent mieux finalement, puis qu'on reste en mouvement. Je pense que la pire chose, c'est d'être juste témoin d'une situation qui nous fâche ou qui nous rend triste ou qui nous rend anxieux, puis de rester avec cette émotion-là qui prend de plus en plus d'ampleur. Puis justement, pour faire du pouce sur ce que tu dis, quelqu'un qui probablement a vécu la même éco-frustration que moi, ben, ce matin, je le voyais, ça fait quelques fois, je la vois, elle marche sur la rue avec un sac puis une pince, puis elle ramasse les masques, les déchets, puis elle les met. Donc, elle a transformé cette colère-là probablement ou ce dégoût-là en moteur. Donc, dans le fond, elle les ramasse en allant au travail. Donc, c'est pas comme si ça prenait du temps sur sa journée. Peut-être que ça rallonge son trajet un peu, mais en même temps, ben, elle donne du sens. Non seulement elle marche, fait que déjà, bravo, mais elle peut le faire parce qu'elle vit dans un milieu urbain, là, fait que je comprends parfaitement que c'est pas possible pour tout le monde de marcher pour se rendre au travail. Mais quand même, c'est inspirant là, de voir que, justement, on peut transformer ça en action concrète, cette émotion-là. Oui, effectivement. Il y a d'ailleurs aussi le plugging. Je ne sais pas si c'est une activité que vous connaissez. C'est le principe de la marche et de ramasser les déchets, mais en courant, d'associer ces activités sportives. Et il y a notamment un coureur montréalais qui est très connu pour ça. Donc, très bonne suggestion. Alors, on a une demande de remettre la deuxième diapositive avant celle-ci, si c'est possible, de la présentation. Et ensuite, plusieurs questions qui se rejoignaient sur comment faire quand on a dans notre entourage des personnes qui sont peu concernées, pas sensibilisées justement aux enjeux environnementaux, qu'on se sente du coup seul, peu soutenu dans son entourage. Comment gérer justement quand c'est par exemple un conjoint, quelqu'un de vraiment proche au sein du foyer, comment est-ce qu'on gère ce genre de situation? Est-ce que vous avez des conseils, des suggestions pour faire face à cela? Oui, je pense que la première... C'est très rare qu'on arrive à convaincre les gens par la raison. Les gens, ils ont d'abord, puis moi le premier, là, on a d'abord besoin de se sentir compris. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens de notre entourage, par exemple, ne perçoivent pas la crise écologique comme un problème ou disons, le fait d'utiliser des sacs jetables? Vous comprenez un peu l'idée? Donc, qu'est-ce qui fait finalement que les gens n'ont pas confiance en la science, par exemple? Hein? On pourrait poser ça comme question en premier. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas conscience? Qu'est-ce qui fait, conjoint, par exemple, que tu n'as pas confiance en la science? Donc, ça pourrait déjà être une bonne base pour permettre à l'autre, justement, d'exprimer ses vues. Parce que souvent, on est finalement juste dans non, fais pas ça, c'est pas bon pour l'environnement. Ouais, moi, je m'en fous de l'environnement. OK, mais qu'est-ce qui fait que tu t'en fous de l'environnement? Tiens, posons la question, allons gratter, allons voir. Donc, vraiment donner l'espace à l'autre pour qu'il se sente compris. Mais après, ça ne veut pas dire que l'autre va changer. Mais nous, comme personne, on va peut-être avoir, bon, c'est un premier pas, mais je pense qu'il y a aussi une autre chose qui est super importante, parce que des gens qui ne croiront pas jusqu'à la dernière minute que la catastrophe écologique existe, ils vont en avoir toujours. Par contre,
et c'est pour ça que, bon, si on les aime, ces personnes-là, ben, c'est peut-être correct de garder un lien, mais c'est bon aussi d'avoir des gens qui partagent notre vision du monde. Pas s'enfermer avec ces gens-là, mais quand même côtoyer des gens qui partagent notre vision du monde parce que c'est apaisant là, d'être avec du monde qui ne sont pas en confrontation avec nous, qui ne sont pas en train de nous demander ah ouais, comment ça tu ne manges pas de viande ou comment. Ça peut devenir un peu, gossant à un moment donné, tout le temps, se faire d'être le mouton noir là, du groupe là, qui ne fait pas partie de la norme, si on veut. Donc, d'être avec un groupe hors norme, ben, ça nous permet justement. Là, je ne sais pas si tu as sûrement des choses à rajouter, Isabelle. Ben, ça fait le tour, là. C'est vraiment ça. Puis, puis je dirais même à l'inverse, si on est que finalement notre entourage, c'est juste des gens qui sont très préoccupés par l'environnement puis qui ont leur théorie du changement, que c'est vous pensez toute la même chose finalement, c'est de faire attention à ça si c'est votre cas, parce que un coup que vous sortez de cette espèce de bulle-là, puis que là, vous êtes confronté à un peu la norme sociale réelle, là, ça peut être extrêmement difficile, même créer de la détresse, je l'ai vécu souvent. Fait que c'est vraiment de trouver, encore une fois, je pense que c'est le mot d'ordre, là, de l'harmonie là-dedans dans notre réseau, puis pour avoir aussi des perspectives différentes qui vont nous faire avancer puis nous donner aussi des pistes de OK, on est rendu là, maintenant, ça serait quoi la meilleure action que je peux poser? Tu sais, il faut faire un espèce de prendre le pouls, finalement, ça me fait penser à ça, là, de voir creuser, puis où est-ce qu'on est rendu, puis là, peut-être réajuster des actions ou réajuster notre manière de communiquer les changements environnementaux aux gens qui nous entourent. Super. On a une autre question, justement. Tu parlais, Justin, du fait de s'entourer de personnes, justement, qui sont conscientes, qui partagent les mêmes préoccupations, avec lesquelles, justement, on aurait plus en commun et on pourrait aussi avoir du soutien en étant, justement, en se mobilisant ensemble. Qu'est-ce que vous suggérez comme stratégie, justement? Est-ce que c'est de rejoindre des groupes existants? Est-ce que si on veut lancer quelque chose à son échelle, comment est-ce que, justement, quelle stratégie on peut avoir si là, présentement, on n'a personne autour de soi pour justement s'entourer et bien s'entourer pour affronter tout cela? Ben, il y avait le Jour de la Terre, comme je disais. Il y avait Écomotion, qui sont deux organismes qui, je pense, peuvent être une manière de s'entourer de gens. Je ne sais pas si le Jour de la Terre, vous accueillez des bénévoles, mais je me doute que oui. Là. Ça peut être des partis politiques aussi qui parlent avec vos valeurs, que ce soit municipales, au provincial, au fédéral, des partis qui vous touchent puis que vous avez. Parce que nécessairement, on parle que c'est des changements politiques. Donc, à un certain moment donné, il faut qu'on ait des politiciens qui soient cohérents avec nos valeurs. Donc, ça peut être une autre façon. Donc, il existe des milieux, mais je pense aussi que ce qui est important, c'est au-delà des nouvelles qu'on va lire, des posts qu'on va voir, c'est d'aller lire des livres. Je sais, ça peut paraître étrange, mais lire vraiment pour se rendre compte, pour pouvoir justement développer sa pensée. Parce que des fois, on a un peu une pensée, je dirais, comment dire, partielle des enjeux, mais là, d'aller approfondir comme moi, un livre que j'adore, c'est sorti, là, j'ai un plan de mémoire parce que je veux le dire, là, mais pour une écologie du 99%. Ce livre-là, il est excellent. À la fin, il propose des belles solutions. Il parle des différents mythes. C'est sûr que moi, je suis un travailleur social, fait que j'ai beaucoup la question du système dans ma tête, les enjeux systémiques. Donc, et c'est un livre qui est très systémique, donc il parle du système, mais il nous dit aussi comment prendre sa place dans ce système-là. Fait que je trouve que ça, en tout cas, moi, c'est un livre qui m'a beaucoup fait de bien. J'ai rien à ajouter. C'était... Oui. Ouais. C'est rigolo, j'ai vu justement dernièrement plusieurs personnes qui l'avaient. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rejoignent dans cette idée que... Et puis ça rejoignait aussi d'autres questions, cette force justement du collectif. Et effectivement, comme tu le mentionnais, oui. Donc au Jour de la Terre, j'ai mis dans le chat, on a justement pour aujourd'hui notamment un calendrier des activités qui regroupe toutes les activités au niveau local que vous pouvez rejoindre ou aussi en virtuel. Mais il y a aussi justement des activités qui sont proposées par des organisations ou des villes
au-delà de cette journée, dans les prochains mois aussi. Et je pense qu'un bon moyen, effectivement, en tout cas, de rencontrer des gens qui sont dans des préoccupations similaires, c'est aussi de pouvoir rejoindre ça. Donc, je vous invite à aller sur le calendrier des activités. Voilà, je pense que c'est... J'oubliais, il y a Oui, aussi un vas-y. sommet qui a lieu présentement, ça s'appelle le sommet écolo au quotidien par Diane Lefebvre. C'est plein de gens qui font dans l'écologie, donc c'est plein de présentations. Je pense qu'Isabelle, d'ailleurs, tu y participes, est-ce que je me trompe? Oui. Fait que ça peut vraiment être intéressant là, de découvrir un peu qu'est-ce qu'on peut faire, parce que dans le fond, on voit toutes sortes de personnes qui font différentes choses pour le climat. Super, merci. On a une autre question concernant... Alors, pensez-vous qu'il y a un levier intéressant à l'interface nature-culture pour apaiser l'éco-anxiété? Donc, aussi se réconcilier, je pense, ouais, cette association entre cette dichotomie parfois nature-culture, comment on peut justement se réconcilier un peu avec ça, et notamment aussi avec les cultures autochtones, à une identité collective plus mondiale, sans perdre la richesse culturelle. Donc, il y a beaucoup d'éléments, mais je trouve le côté un peu nature-culture aussi intéressant à aborder. Oui. Je peux y aller. Oui, en fait, ça reprend, dans le fond, ça fait écho à Philippe Descola, là, dans le fond. Puis d'ailleurs, il y a un très beau truc sur YouTube présentement, le biais vert. C'est une vidéo par mois. Puis ça s'appelle La nature n'existe pas. Mais je trouve ça intéressant, en fait, la nature existe, mais je pense que la question qu'il faut se poser, en fait, c'est quelle nature on veut. Présentement, l'humanité, on est en train de créer une nature qui est à la fois bétonnée, uniformisée dans le vivant qu'on crée. On crée juste 3 sortes de vivants, genre des porcs, des poules, puis du bœuf. Il n'y a que ça sur la Terre, pratiquement. C'est 65%, 60%, je pense, des animaux. Donc, une nature uniformisée, une nature bétonnée, donc une nature morte. Est-ce que c'est le type de nature que, comme humains, qui avons un pouvoir géologique sur le monde, est-ce que c'est ça, cette nature-là qu'on veut créer? Ou au contraire, on veut créer une nature qui soit diversifiée, en fait, même pas créer, excusez-moi, mauvais mot, mais contribuer à une nature qui veut, qui soit diversifiée, justement, et qui soit vivante. Donc, je pense que c'est un peu là la question là, à se poser. Je pense qu'elle est là l'interface entre nature. En tout cas, pour moi, là, évidemment, je ne suis pas un spécialiste comme Félix Descola de la question, mais c'est ma perspective bien personnelle. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Isabelle? Bien, moi, je dis tout le temps, moi, je ramène tout le temps ça vraiment un peu à la base. C'est de dire, c'est vraiment d'ouvrir la discussion sur peu importe, comment je pourrais dire ça? Peu importe ce qu'on vit présentement, qu'est-ce qu'on veut vivre à partir de maintenant, puis de trouver qu'est-ce que collectivement, ça nous fait bien sentir, ça nous fait sentir en sécurité. Parce que ultimement, c'est ça qu'on veut, je pense. Là. C'est de se sentir bien, c'est de se sentir épanoui, c'est de sentir qu'on contribue. Donc, c'est de trouver comment on fait ça ensemble. Puis, puisqu'on est tous issus de la même nature, bien, je pense que la nature, c'est la base qui peut nous aider à trouver finalement des terrains d'entente. Peu importe, on est d'où, on vient d'où. Fait que c'est ça. Fait que moi, je suis vraiment tout le temps à ramener ça à la base parce qu'on a tendance à vraiment complexifier les questions. Puis je me dis tout le temps comment ça pourrait être simple. Puis ça, c'est vraiment une question, en fait, c'est quasiment un motto pour moi. Là, ça me ramène, puis ça aide beaucoup avec l'éco-anxiété ou l'anxiété en général, c'est comment ça pourrait être simple. Puis c'est challengeant comme question parce qu'effectivement, on a souvent tendance à complexifier les choses alors que ça pourrait être simple. Ça n'a pas besoin d'être aussi, aussi difficile. Je ne sais pas si... En tout cas, pensez-y. on s'en reparlera. Merci. On a une autre question que je trouve vraiment très intéressante, effectivement aussi. Je la lis. Comment éveiller une conscience climatique chez des enfants qui ne grandissent pas dans des familles sensibles à cette cause, sans les précipiter dans une éco-anxiété qui pourrait être difficile à gérer à cet âge-là?
Je pense qu'effectivement, c'est une question que peuvent se poser des personnes qui travaillent auprès de publics jeunes et qui ont envie d'aborder ces questions. Mais ça peut être beaucoup d'informations d'un coup, donc comment on peut accompagner? Est-ce que tu voulais y aller, Isabelle? Non? Ah, OK. Moi, je pense que quand un public est très jeune, on ne va pas nécessairement tout de suite y aller avec qu'est-ce qui ne va pas, mais plutôt intéresser le dit jeune aux environnements, disons, naturels. Donc, la forêt, s'intéresser au vivant, autrement dit. Donc, découvrir le vivant, s'attacher au vivant. Donc, commencer par ça. Donc, on commence par... Parce qu'en fait, si tu vis toute une vie sur les écrans ou dans le métavers, ben finalement, que le vivant disparaisse, ça ne te dérange pas, tu n'es pas en contact. Donc, il faut d'abord créer l'attachement au vivant pour qu'après ça, lui dire, ah, tu es attaché au vivant, bon, maintenant, voici les mauvaises nouvelles par rapport au vivant. Oh non, je ne veux pas que ça arrive, je suis attaché. Donc, s'il n'y a pas d'attachement, les enjeux ne lui toucheront pas tant. Donc, il faut d'abord être attaché à... Fait que ça peut prendre plusieurs années, tu sais, mais évidemment, puis c'est attaché pour une bonne raison, parce que sans le vivant, ce qui rend le vivant possible, c'est-à-dire la terre, l'air, l'eau, etc., on n'existe pas. Donc, faut y être attaché, puis après, on aura envie de le protéger ou de... Mm-hmm. Puis même, moi, je fais souvent un lien, enfant-adulte, parce que les enfants, en ce moment, ils vivent beaucoup d'émotions par rapport à ce qui se passe sur la planète. Ils vivent de la tristesse, ils vivent de la colère. Même très jeunes, ils peuvent commencer à vivre de la culpabilité. Puis ça, je pense que c'est important d'adresser ces émotions-là. Hein. Moi, en tout cas, je trouve que je n'ai pas eu assez d'éducation sur comment apprivoiser mes émotions puis comprendre c'est quoi leur message. Fait que juste ça, ça peut être aidant. Puis ensuite, c'est comme adulte, comment on peut cultiver cet émerveillement-là puis ce désir de connaître la nature, connaître le milieu, s'y attacher que les enfants ont naturellement. Puis comment on peut retrouver ça pour justement être plus dans un état de disponibilité, pour être créatif, pour trouver des solutions. Parce que j'ai écouté une présentation mercredi sur justement l'éco-anxiété chez les enfants, puis on avait nommé que des fois, ils ont un espoir un peu naïf. Puis là, on s'est posé la question en groupe, pourquoi on qualifie leur espoir de naïf, dans le fond? Ça serait un peu notre vision adulte que c'est trop compliqué, les systèmes, ça va... comme on dit souvent, on imagine plus la fin du monde que la fin du capitalisme. Puis ça, dans nos problèmes d'adultes, c'est vrai, c'est des grosses questions, mais comment on peut retrouver cet émerveillement-là, puis cet enthousiasme-là à trouver, à être créatif, puis à essayer des choses. Hein? Puis je pense que les enfants nous apprennent ça, puis je pense qu'on a tout notre intérêt devrait aller à les écouter, puis à voir, OK, prendre leurs solutions, que des fois, ça manque peut-être de réalisme, puis avec notre vision adulte, comment on peut faire arriver ça dans le monde. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de réponses chez les enfants, fait que donnons-leur la parole. Mm-hmm. Puis c'est intéressant. J'ajouterais là-dessus aussi, Isabelle, c'est tout simple, c'est des petites cartes avec différentes émotions, puis d'autres petites cartes avec genre des besoins. Puis évidemment, on peut faire plus de cartes, mais tu parles de reconnaître tes émotions. Justement, mettons, j'ai des enfants, moi, puis je vais leur tendre des cartes, je vais leur dire, OK, qu'est-ce que tu vis, là? Là, va chercher la carte, je vis de la colère. Puis c'est quoi ton besoin? Mon besoin, c'est de calme, par exemple. Bon, on prend un exemple. Mais derrière les espoirs, il y a des besoins, puis il y a des émotions. Fait que peut-être que la solution proposée par l'enfant n'est pas la bonne, mais puis ça, on peut remettre en question la solution, mais on ne remettra pas en question le besoin. Le besoin, c'est l'exemple que je donne souvent, c'est on peut vouloir arrêter de souffrir. On ne peut pas remettre en question l'envie d'arrêter de souffrir. Par contre, on peut remettre en question le moyen. Par exemple, si on décide de vouloir mettre fin à ses jours, on peut remettre en question le moyen. C'est vraiment important. On ne remet pas en question le besoin, on remet en question le moyen. Puis pour l'enfant, je pense qu'il y a ça. OK,
tu veux qu'on s'attache une cape autour du cou puis qu'on aille combattre Poutine? Ben attends, si ton besoin, c'est la sécurité, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour la sécurité? Tu sais? Bon. Je vais rebondir sur ça en lien avec une autre question et puis on va gentiment, il est 13h, on va gentiment pouvoir conclure. Mais justement, il y avait plusieurs questions aussi par rapport à parfois le cynisme qu'on peut ressentir en voyant justement certaines décisions politiques ou des grosses entreprises, des choses qui sont à des niveaux bien plus élevés. Comment vous, personnellement, justement, vous réagissez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Et puis, justement, est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel vous vouliez conclure avant qu'on termine cet atelier? Vas-y, Justin, si tu veux, puis je suivrai. Par rapport, moi, ce que j'ai envie de dire, mais c'est une conclusion bien personnelle, une conclusion peut-être de travailleur social, mais c'est certain qu'une question qu'on aura à se poser une fois qu'on saura le monde, que vous déterminez, bon, moi, c'est ce monde-là que je veux qu'il advienne. Mais l'autre question à se poser, c'est la question du pouvoir, en fait. Hein? C'est la question qu'on se pose tout le temps. Je suis impuissant, les gouvernements ne veulent pas bouger, les entreprises ne veulent pas bouger. Très bien, très bien. Mais qu'est-ce que ces entreprises-là et ces gouvernements-là ont qu'on n'a pas, nous qui sommes préoccupés? C'est le pouvoir. Puis pas seulement le pouvoir des institutions, mais le pouvoir de la rue aussi. Ça prend les deux. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir seulement l'un et pas l'autre, parce que s'il y en a qu'un, ça ne bouge pas bien. Il faut que les deux ils se suivent. Fait que ça veut dire investir les lieux de pouvoir, les universités, c'est-à-dire ça peut être les écoles, ça peut être tout ce qui permet finalement de créer la culture. Ah, tantôt à la question de la culture, justement. Les lieux de pouvoir sont les lieux qui créent la culture, les médias. Puis la rue aussi, parce qu'évidemment, si on n'occupe que les lieux de pouvoir, mais qu'il n'y a personne dans la rue pour nous dire d'aller dans la bonne direction, c'est pas long que les lobbies viennent nous voir et ils disent « Ouais, ta direction, on ne l'aime pas trop, fait qu'on va te réenligner. » Donc, c'est pour ça qu'il faut occuper les deux espaces à la fois, je pense. Et aussi la terre. Hein? La terre, si elle ne nous appartient pas, on n'a pas accès à nos ressources. C'est toute la question du colonialisme. Hein? Si un pays, les habitants d'un pays n'ont pas accès à ses ressources, il n'y a pas de pouvoir non plus. Donc, Effectivement. J'ajouterais juste, là, puis je vais parler de mon expérience personnelle. Quand moi, j'étais à mon niveau le plus haut d'impuissance, je me suis dit, à quel endroit je peux commencer, puis me mettre un peu en je le sentais que je devais me mettre en action. Je ne pouvais pas rester dans cette espèce de colère-là, mais la colère qui voulait me mettre en action, mais la peur qui me faisait prendre du recul, me faisait reculer. Je me suis dit, là, je ne peux pas rester dans cette tension-là plus longtemps. Donc, c'est quoi la petite chose? Où est-ce que je pourrais commencer? Donc, c'est là que j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui se passe à l'université. C'est quoi, comment qui est structuré le pouvoir? Puis, plus on apprend, plus on est capable d'aller dans des plus grosses instances après. Puis, je me suis rendue assez loin. Puis, maintenant, quand il y a une nouvelle, j'ai cette capacité-là à prendre du recul puis à mieux comprendre c'est où qu'on peut mettre pression. Et souvent, ça donne un sentiment de pouvoir, ça donne un pouvoir d'agir. Puis surtout, c'est quand on le fait avec d'autres personnes qui ont d'autres connaissances, je ne trouve pas le terme, là, mais d'autres plugs pour trouver des gens qui ont de l'influence finalement. Puis c'est comme ça qu'on avance. Mais on ne peut pas aller voir tout de suite notre PM ou notre premier ministre, puis du jour au lendemain, on va sentir qu'on a fait la différence qu'on veut voir arriver. C'est plate, mais il faut vraiment commencer petit dans votre localité, dans votre quartier, parce que sinon, la barre est là. Puis c'est là qu'on est le plus découragé, c'est là qu'on devient le plus désespéré. Donc, j'ai dû vraiment me ralentir puis me ramener à une échelle plus petite pour commencer. Ouais. Merci beaucoup à vous deux. Je pense effectivement que cette idée d'agir à l'échelle locale, c'est vraiment quelque chose qu'on veut justement encourager, notamment en ce 22 avril pour le Jour de la Terre. C'était vraiment une super présentation, je pense que tout le monde l'a apprécié.
Je vous invite donc à aller voir notre calendrier des activités si vous ne savez pas encore comment vous voulez vous mobiliser aujourd'hui et si vous le souhaitez à vous déclarer malade sur le site guérisonensemble.org. Et merci encore Justin et Isabelle pour cette belle présentation. Bonjour de la Terre. Au revoir. Bye bye. Merci, bye bye.